Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne ShinJDR. On propose des jeux de rôle filmés ultra intenses, ultra immersifs, notamment une grande série dans l'univers de Game of Thrones. Je suis un très grand fan de Game of Thrones, très grand fan de la série évidemment. Chaque semaine, je vais faire des reviews hebdomadaires et j'avais très hâte de pouvoir vous parler de cet épisode 1 que j'attendais beaucoup parce qu'effectivement, il y avait des rumeurs comme quoi il allait se passer un très grand événement qui est très marquant dans les bouquins et qui malheureusement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que je trouve que cette scène très marquante n'est pas au niveau de ce qu'on attendait dans les livres, mais on va voir ça en détail. Alors l'épisode est quand même très bien, je vais pas lui jeter la pierre, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont complètement formidables. Déjà, le début avec ce retour à Winterfell, le retour de la musique, oh là là, ça a créé un élan de nostalgie, ça marchait tellement bien. Il y a cette très belle scène où on montre les hommes qui tirent au hasard pour savoir qui va rejoindre le mur, et c'est une très belle scène parce que ça montre un petit peu en décalage par rapport à Game of Thrones que à cette époque-là, envoyer des gens sur le mur c'est encore très important, notamment dans le nord, c'est très sérieux pour eux. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette très belle scène. On rencontre Cregan Stark, le jeune loup, qui est vraiment très chouette et j'aime beaucoup parce qu'on le voit avec son énorme épée glace dans le dos, qui est l'épée de Eddard Stark dans les premières saisons de Game of Thrones, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et dans Game of Thrones, quand Eddard Stark meurt, cette épée-là, Tywin Lannister l'a fait fondre et en fait deux épées plus petites, une pour Joffrey, faiseuse de veuve, et l'épée de Jaime qui va ensuite offrir à Brienne quand ils vont passer un pacte tous les deux. Voilà, donc c'est ça toute l'histoire de Glace, et là de revoir cette grande épée revenir, voilà, ça fait toujours un petit peu quelque chose au cœur. Alors Cregan Stark, on a vu son père dans la première saison qui a juré fidélité à Viserys, qui a ployé le genou pour se prononcer pour Rhaenyra, donc il était déjà assez vieux, il est mort. Cregan, c'est un jeune guerrier qui a dû faire face à déjà des révoltes puisque le pouvoir du gouverneur du Nord a failli lui être volé par son oncle. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, c'est déjà un petit peu, il fait en termes de bataille. Et j'ai beaucoup aimé cette scène au-delà du mur où il rappelle à Jaehaerys l'importance, voilà, de la garde de nuit. Il est très mystérieux. J'aime bien comme il lui dit que ses ancêtres n'ont pas construit un mur de 700 mètres de haut pour se protéger des sauvageons et des animaux sauvages, voilà. Et ouais, je trouve que la scène elle marche très bien. On retrouve aussi, je sais pas si vous avez entendu, le thème des marcheurs blancs quand ils contemplent un peu la forêt maudite. Voilà, pour faire peser un peu le poids de la menace. Donc j'ai beaucoup aimé ces retours-là de thème. J'ai beaucoup aimé ce petit passage-là. C'est évidemment un personnage important de cette saison, Cregan Stark. Mais le Nord est si immense et si loin de tout ce qui se passe dans le Sud que quand il va envoyer ses hommes, c'est les vieux loups, là, je sais plus comment il les appelle. C'est des vieux, des vieux qui sont juste des charges pour leur famille, du coup qu'on va envoyer combattre dans le Sud pour faire la guerre. Et voilà, là où ils ne seront plus un poids, mais ils vont mettre tellement de temps à arriver, voilà, que c'est pas non plus une armée sur laquelle il faut forcément compter. Ça m'a aussi fait évidemment vachement plaisir de retrouver des super acteurs. Je trouve que le niveau d'acting est toujours magnifique. Rhaenyra, Emma Darcy, je la trouve, enfin je trouve qu'elle elle bouffe l'écran, quoi. Tu ne vois qu'elle, c'est vraiment une actrice exceptionnelle. Olivia Cook aussi, enfin tous les Yves Best, l'acteur qui joue Damon Matt Smith, Rhys Ifans, ils sont tous trop bien. Enfin, je trouve que le casting est vraiment génial. J'aime beaucoup Aemond, Aegon, je trouve que les acteurs ont été très bien choisis. Elena aussi a été vraiment très bien choisie. Je trouve que le casting c'est vraiment un sans faute, ça fait plaisir de retourner là-dedans. C'est vrai que ce premier épisode vous a peut-être paru un petit peu beaucoup explicatif, beaucoup de petites scènes comme ça qui ont l'air de rien, mais quand tu connais les livres, et c'est là que je remercie aussi la série, c'est qu'on vous présente plein de petits détails, plein de choses qui vous paraissent un petit peu anecdotiques, mais qui auront leur importance par la suite. C'est un peu pareil que dans la saison 1, je trouve qu'il y a un peu le même principe. On vous présente notamment des personnages. À un moment, vous savez, il y a la scène où Aegon il fait des doléances, enfin il écoute les doléances de ses sujets, et vous avez ce forgeron, Hugh, qui arrive, qui représente les forgerons et qui lui dit oui on est derrière vous et tout ça, on a besoin du fer. Et ben ce personnage là est très important pour la suite et aura un rôle très important. Tout comme cet homme, ce navigateur qui discute avec Corlys Velaryon, cet homme chauve avec qui il discute, cet homme chauve noir avec qui il discute sur le quai. Aline, c'est pas un personnage qui est là par hasard. Voilà, c'est une première discussion entre eux, mais les choses vont évoluer. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui vous allez peut-être pouvoir vous dire bon ça on aurait pu dégager, mais en vrai c'est quand même somme toute assez important. Ce que je regrette un peu, on va arriver ça dit au regret, ce que je regrette un peu c'est que je trouve que la scène de sexe de Alicent et
Kristen Cole est un peu malvenu dans le sens où ça me gêne pas de montrer justement un petit peu à quel point ils sont dévergondés et je me suis dit d'un côté c'est bien parce que c'est eux qui prêchent le fait qu'il faut être digne, qu'il faut être respectueux et tout ça, alors qu'en fait voilà, ils se complaisent un petit peu dans les mêmes travers. Mais justement je trouve que c'est ce qui faisait aussi une belle séparation morale entre Rhaenyra qui a décidé de suivre ses plaisirs, qui a décidé de suivre son cœur au-delà de tout ce que représente la couronne et des choix que ça vous impose, par rapport à Alicent qui est justement très pieuse, très carrée, et je trouve que ça casse un petit peu avec le personnage. De manière générale, mon regret, ce que je ressens avec cette saison 2, c'est qu'on essaie quand même de nous faire plus accepter le point de vue des noirs que le point de vue des verts. Bon, moi je suis team noir all the way, hein, voilà. Mais quand même le but, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans House of the Dragon, c'est que chaque partie a des raisons d'en vouloir à l'autre, de combattre l'autre. Et puis j'aime bien parce que quand on essaie de se souvenir de la première saison, on se dit mais de quoi c'est parti ça? Déjà c'est une petite suite d'événements, une déliquescence des liens familiaux, des rapports de force, de petites trahisons, de Daemon qui va absolument devenir roi, Otto Hightower qui complote pour que sa fille ait du pouvoir, puis ensuite essaie de prendre le pouvoir et tous ces gens essaient de s'entretuer. Je sais plus même vraiment comment ça a commencé quoi. En tout cas voilà, on est dans le feu de l'action, les choses deviennent sanglantes et donc on arrive à ce moment assez marquant. Blood and Cheese, les deux assassins, sang et fromage. Alors ils sont à peine nommés je crois dans la série, mais dans les livres ils sont, voilà, leur seul nom c'est Blood and Cheese. Je trouve qu'ils sont super bien castés pour le coup, les personnages sont très très chouettes. Et donc Daemon décide que après la mort de Lucerys, il faut se venger, et s'il n'arrive pas à se venger Daemon, il faudra bien se venger de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est une des scènes les plus marquantes du bouquin et je vais vous dire pourquoi je pense qu'elle est vraiment ratée ou très en dessous de ce qu'on attendait dans la série. Parce que vraiment pour moi, ça devait être une des scènes qui soit aussi choquante, marquante et traumatisante que le Red Wedding. Les noces pourpres, et vous n'allez pas me dire en ayant vu cet épisode que vous avez le même ressenti à la fin que ce que vous avez eu pendant les noces pourpres. Voilà, je pense que c'est une des scènes les plus choquantes de toute l'histoire de Game of Thrones. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Daemon, qui est clairement pas un enfant de cœur, décide que du sang va couler et il paye ces deux hommes pour aller... alors peut-être tuer Aemon, mais en fait il dit clairement qu'il veut juste un fils pour un fils quoi. Et donc ces deux brutes qui sont des personnages complètement horribles sont envoyés dans le donjon rouge. Ils passent par les tunnels de Maegor, c'est tous les passages secrets. Je crois que je vous avais déjà expliqué ça en saison 1. Maegor le Cruel, quand il a construit le donjon rouge, il a créé plein de passages secrets et ensuite il a assassiné tous les gens qui étaient au courant pour n'être plus que l'unique connaisseur de voilà tous ces passages secrets dans le donjon rouge. Il y a beaucoup de ces passages secrets qui ont été perdus au fil des années, voilà. Et donc certains voleurs en connaissent les secrets. Varys l'araignée les connaît très très bien et les utilise très souvent. Alors dans l'épisode, j'aime vraiment beaucoup toute cette montée en tension où d'un coup ces deux personnages là complètement lambda deviennent les personnages principaux de la série. Je trouve que leur avancée dans le donjon est vraiment très bien faite, les décors sont magnifiques, les égouts sont trop bien, je trouve que l'ambiance est vraiment chouette avec la lueur des torches. Je trouve ça juste un peu bizarre qu'ils traversent la salle du trône devant tout le monde. Qu'ils y passent, ça me gêne pas, mais là c'était vraiment un petit peu too much. Quelqu'un aurait peut-être pu vous remarquer quoi là. Et donc malheureusement peut-être pour les seules personnes innocentes de la team des Verts, il tombe dans la chambre d'Elena, la petite qui est toute mimi et de ses deux enfants. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus traumatisant dans le livre, puisque dans le livre déjà tout cela va se passer devant l'œil d'Alicent Hightower qui est saucissonnée. Voilà, ils l'ont bâillonnée, donc elle est spectatrice de ça, ce qui va créer une rage en elle, qui va vraiment transformer le personnage. Mais surtout, dans le livre, Elena, elle a 3 enfants. Elle a donc Jaehaerys et Jaehaera, bref, c'est les jumeaux, et Maelor. C'est un plus petit enfant, pareil, blondinet. Et donc, ces deux hommes-là, Blood and Cheese, la mettent en face d'un terrible dilemme, c'est le choix de Sophie, ils disent « Nous, on veut un fils, donc tu choisis lequel on tue. » Voilà. Sauf que elle... au début elle dit non assassinez-moi, voilà, elle se met à crier, à hurler et ils disent bah non écoute si tu te dis pas maintenant on viole tes enfants et après on les tue tous les 3. Donc vous voyez déjà un peu le level de ah oui ok c'est complètement horrible ce qui est en train de se passer et en fait c'est tellement dur pour elle, c'est tellement violent que elle a vraiment du mal à choisir et en fait elle désigne le plus petit en se disant peut-être qu'il ne comprendrait pas trop ce qui se passe ou peut-être en voulant sauver l'héritier du trône, ça le bouquin n'est pas très explicite. Et les deux truands disent au petit gamin, tu vois petit, ta mère veut que tu sois morte. Et il tranche la tête
de l'autre. Alors, on n'est pas obligé non plus dans un truc complètement gore et horrible où on montre à l'écran qu'on tranche la tête d'enfant, mais tu peux quand même avoir un visuel assez discret, voilà, où tu vois quelque chose tombe au sol, voilà. Là, on a juste eu un petit peu les bruitages, mais surtout, je trouve que cette scène manquait mais d'intensité dramatique. Il fallait que Elena, elle soit brisée, elle pleure, qu'elle hurle, qui ce moment complètement traumatisant, horrible, quoi, parce que dans le livre, cet événement-là, ça lui brise sa santé mentale et elle devient folle après. Elle devient complètement folle et là je comprends qu'ils ont vraiment un peu plus développé le personnage, ce qui est très cool dans la série, ils l'ont rendu un petit peu autiste et tout ça, mais du coup, eh bien, la scène émotionnellement est très en dessous par rapport à ce qu'on attend. Et je trouve que là, ça peut se régler très, très facilement, même si on met pas en place Mylor, et ils disent juste, tu choisis, nous on veut un des enfants, tu choisis un des deux enfants, voilà, point barre. Ou alors, je sais pas, alors ils auraient fait 2 jumeaux, 2 garçons, voilà. C'est lequel des garçons que tu veux voir mourir. Enfin, je trouve que, voilà, c'était facile de retomber sur ses pieds en ayant juste deux gamins. Et aussi, je trouve que la scène est beaucoup plus adoucie par rapport à justement ce que je devrais ressentir. Parce que pour moi, pourquoi c'est important de ressentir l'horreur dans cette scène? C'est parce que ça te montre que les noirs, c'est pas détendre, que Daemon, il est complètement zinzin et qu'il est prêt à tout. Et que on a beau se dire, oui, on est de votre côté. Il y a beaucoup de gens la dernière saison, à la fin, qui disaient, avec ce qui s'est passé, peu importe les crimes de guerre que commettra Rhaenyra, je serai de son côté quoi qu'il arrive. Oui, jusqu'à ce qu'on commence à trancher la tête de gamin et de s'attaquer à la seule personne qui est un petit peu innocente dans tout ce délire, quoi. Donc c'est ça qui est horrible, c'est la pauvre Elena, mais justement en plus que je trouve que quand les gens sont un petit peu autistes à part, ils peuvent avoir des réactions très violentes et justement d'incompréhension, ils comprennent pas ce qui se passe par rapport à l'horreur totale. Et donc c'est vraiment dommage, je trouve qu'on soit passé à côté de ça, voilà. Moi je veux pas du gore pour du gore, mais je veux du choc par rapport à ce que ça va représenter. Et pour moi c'est important à ce moment-là qu'on se rende compte que Daemon il est prêt à tout, qu'il est monstrueux. Et qu'on a sombré dans l'horreur totale en fait. Cette scène, pour moi, ça devait être une des scènes les plus marquantes des 4 saisons de House of the Dragon. Dans le livre, je trouve que c'est une des 2 scènes les plus marquantes. C'est un grand gâchis et très clairement, j'ai regardé un petit peu sur internet, tout le monde est d'accord, hein, tout le monde en parle de ce truc là, tout le monde se dit mais merde, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Il n'y a même pas de musique, la scène est très silencieuse. Vraiment, je trouve qu'on passe à côté de tout ce qui faisait le côté choquant, traumatisant de ce qu'il y avait dans les livres quoi. Et en fait, je comprends pas pourquoi quand tu as de l'or comme ça, c'est noir sur blanc, tu vois pourquoi ça marche dans les bouquins, tu vois pourquoi c'est traumatisant. Tu vois ce qu'il y a de choquant et de fort dans ce truc là quoi. Et à quel point c'est pas du tout manichéen. C'est de la mise en scène, mais le fait que ce soit hors champ, ce crime là, et ben ça vous dédouane un peu d'avoir le nez dans la merde. Et ça vous dédouane vous en tant que spectateur de vous dire ah ouais quand même ce qu'ils ont fait c'est quand même extrêmement violent et horrible quoi. On est pudiquement séparé des actions horribles des noirs, des crimes de guerre des noirs. Les crimes des verts on les voit, ah schlac, le dragon qui tranche l'autre en deux. Par contre les crimes de guerre horribles, les assassinats des noirs, non ça faut surtout pas qu'on les voit. Donc voilà, ouais, un peu très déçu par ce grand moment de House of the Dragon. J'espère que le reste de la saison sera quand même de haut niveau, il va y avoir des scènes je vous dis assez exceptionnelles. Mais sinon c'est chouette, oui j'ai même pas parlé du générique, je trouve que le générique est très chouette. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient changé le générique parce que le premier générique c'était la maquette de Valyria que construisait Viserys. Et là je me demande si c'est pas une teinture qui va être cousue par quelqu'un, je pense que ça va être Elena pendant toute la saison. Et j'aime beaucoup qu'ils changent de générique comme ça à chaque saison, je trouve ça très chouette, c'est une très bonne idée. D'ailleurs je me suis dit, est-ce que, c'est une théorie hein, mais est-ce que en fait Elena elle a vraiment sauvé sa fille et est-ce qu'elle a pas sauvé le garçon? Et en fait du coup ils vont s'en servir scénaristiquement pour transformer Jaehaerys en Maelor le plus petit qui dans le livre a survécu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que elle va peut-être faire croire à tout le monde, elle va lui dire parce que c'est son fils, elle va dire non mais fais-toi passer pour ta sœur parce que c'est des jumeaux, ils se ressemblent parfaitement. Et en fait ça va être un petit plot scénaristique pour garder ça, voilà. C'est un peu une idée que j'ai eue, dites-moi ce que vous en pensez. Et oui, je voulais aussi revenir du coup sur Elena, donc c'est une clairvoyante, hein, elle a des visions, c'est pour ça que elle dit il faut faire attention aux rats. Et déjà dans la première saison, elle avait des visions comme ça, elle disait que Aemond, pour dompter un dragon, il faudrait qu'il perde un œil. Elle avait annoncé aussi le fait qu'il y ait Rhaenys qui surgisse du sol avec son dragon. Il y a plein de petits détails comme ça, c'est pour ça que c'est un personnage un petit peu à part. Et on a aussi dans notre série Game of Thrones un personnage qui est une clairvoyante, du coup qui voit des choses régulièrement assez traumatisantes dans ses rêves. J'invite vraiment à aller regarder ça si vous n'avez pas déjà vu ça. Je vous dis à très bientôt, j'espère vraiment avoir des très bons épisodes à suivre pour House of the Dragon, qui est quand même toujours une série de cœur, hein, voilà, l'univers, les costumes, les décors, tout est encore exceptionnel à ce niveau-là, les coiffures et tout ça, c'est magnifique, donc j'espère vraiment qu'on va avoir des trucs de qualité.
À la semaine prochaine, des gros bisous et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.